Bienvenue sur cette chaîne, ici nous allons parler de comment se faire de l'argent. Mais avant d'essayer de se faire de l'argent, je pense qu'il est important de comprendre l'histoire de la monnaie, l'histoire de l'argent, comment l'homme en est arrivé là, pourquoi on s'échange les choses à travers la monnaie. Et pour ça, il y a un très bon livre que je viens de lire, qui est Sapiens de Yuval Noah Harari. Yuval Noah, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien qui est assez célèbre maintenant, parce qu'il a eu le prix Polonsky. C'est aussi quelqu'un qui fait partie de l'Académie de sciences d'Israël et il a été mentionné dans de nombreux commentaires positifs par Obama, Mark Zuckerberg et Bill Gates qui ont fort apprécié son livre. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a une sacrée notoriété dans le milieu. Donc Sapiens, c'est un livre qui parle de l'histoire de l'humanité en général, mais il y a un chapitre qui est donné sur l'histoire de l'argent, de la monnaie très exactement. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. En 1519, Cortés et ses conquistadors envahissent le Mexique. Et au Mexique, c'est les Aztèques qui y habitent. Les Aztèques, ils remarquent que Cortés et ses amis sont passionnés par un métal jaune. Eux, ils ne comprennent pas bien pourquoi ce métal inutile appelé l'or les intéresse autant. Du coup, un des Aztèques va les voir et leur demande « Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'or qui est apparemment inutile parce qu'on ne peut rien en faire, pas d'armes, que dalle ?» Et Cortés répond « Mes compagnons et moi souffrons d'une maladie du cœur qu'on ne saurait guérir qu'avec l'or. » Pour comprendre tout ça, évidemment, il faut remonter au tout début de l'histoire. Donc au tout début, les chasseurs-cueilleurs, nos plus lointains ancêtres, faisaient uniquement de la cueillette et pour ça, ils n'avaient pas besoin de grand-chose. Et ce dont ils avaient besoin, ils le construisaient eux-mêmes. C'est-à-dire que leurs lances, leurs outils pour cueillir, je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient à cette époque-là, mais c'est eux qui le fabriquaient. Et s'il y en a un qui n'était pas capable de fabriquer, ils l'échangeaient contre un service ou contre un autre bien à un autre. Donc c'était un peu le troc qui était la manière d'échanger les biens. Le problème avec le troc, c'est qu'ils avaient besoin de se faire confiance les uns les autres. Il fallait que la personne à qui ils l'échangent, ils aient confiance en eux. Et vu que les sapiens à ce moment-là vivaient en petits groupes, eh ben, le troc réussissait seulement à l'intérieur de ces groupes-là. Ils n'arrivaient pas à échanger avec d'autres groupes et par conséquent, ils ne pouvaient pas s'enrichir ou avoir de plus en plus de biens puisque ce qu'ils avaient, c'était vraiment ce qu'ils avaient vraiment directement sous la main. Ensuite, il y a eu la révolution de l'agriculture, la révolution agricole. Et ça n'a pas changé grand-chose. Tout le monde a continué à utiliser le troc. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas les mathématiques, on ne savait pas compter. Et du coup, c'était vraiment, je te donne cet objet, je le prends, etc. Et finalement, c'est quand il y a commencé à y avoir des villes plus conséquentes, des royaumes et des empires, que le troc et l'échange n'a pas pu suffire. C'est-à-dire que échanger les biens et les services, c'était pas suffisant à ce moment-là. Il fallait trouver quelque chose d'autre. En fait, quand l'humanité s'est mise à construire des villes et des royaumes, la population s'est mise à grandir. Et du coup, vu qu'il y avait plus de gens, les prêtres, les artisans et les avocats, par exemple, ont pu travailler toute la journée seulement à cette activité-là. Ils n'avaient plus besoin d'être fermiers. Et du coup, il y a eu une vraie rupture parce que le prêtre avait assez de clients pour être seulement prêtre. Et l'artisan avait assez de clients pour faire, par exemple, seulement des bottes. Et du coup, il passait sa journée à ça. Mais du coup, il s'est posé un vrai problème. Ce problème, c'est est-ce que les bottes, je peux les échanger contre une prière? Est-ce que les bottes, je peux les échanger contre des pommes? Et si je les échange contre des pommes, contre combien de pommes est-ce que je peux échanger ces bottes? Et si c'est des pommes qui viennent du verger d'à côté, est-ce que ça a la même valeur que les pommes qui viennent d'en haut des montagnes et qui ont été plus difficiles à cueillir? C'est ces questions-là qui sont mis à se poser les gens. Et du coup, quand ils ont commencé à troquer, s'il y avait ne serait-ce qu'une dizaine d'objets trocables, c'est-à-dire qu'il y avait des souliers, à manger, du bois et j'en sais rien quoi, et ben il fallait connaître tous les taux de ces objets-là. Ce qui veut dire que par exemple, on savait qu'un kilo de blé valait 2 souliers. Et encore 2 souliers classiques de femmes. Et si par exemple c'était un soulier d'homme, c'était que... Bref, ça devenait beaucoup trop compliqué. Imaginez qu'il y ait seulement 12 marchandises différentes sur le marché, et ben ça fait 4950 taux de change différents. Du coup, c'est un casse-tête, c'est pas possible. En plus, les gens de l'époque, ils calculaient pas comme nous aujourd'hui. Donc vraiment, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Donc, il a existé de nombreux moyens de paiement différents dans l'histoire. Peau de bête, perles, tissus, des grains, des coquillages et même des cigarettes. En fait, par exemple, à Auschwitz, la cigarette, c'était la monnaie classique. Par exemple, une miche de pain, ça valait 12 cigarettes. Et une montre, ça en valait 80. Et même les non-fumeurs acceptaient d'être payés ou d'échanger en cigarettes parce qu'ils savaient que les autres prisonniers allaient en vouloir aussi. Et de ce fait, vu que les autres en voulaient, eux ils voulaient bien accepter
ce moyen d'échange. Et c'est par la confiance qu'on a créé en fait la monnaie. Le fait que tout le monde veuille de la monnaie fait qu'il est intéressant d'en avoir. Donc l'or et l'argent, c'est vite devenu des métaux intéressants pour échanger. Au tout début, les pièces étaient faites un peu n'importe comment, c'est-à-dire qu'on avait un peu d'or, un peu d'argent, et on les changeait contre des biens. Vite, ça a commencé à poser des problèmes. Les gens se sont dit, je ne vais pas t'échanger 10 pommes contre un tout petit grain d'or, alors que celui d'avant, je lui ai vendu 10 pommes contre un grain d'or beaucoup plus beau. C'est pour ça, beaucoup plus gros. C'est pour ça qu'on a commencé à inventer les pièces. Et les pièces, en fait, c'était juste délimiter le nombre de grammes qu'il y aurait dans une pièce d'argent ou une pièce d'or. Par exemple, à une certaine époque, c'était 166 grammes la pièce. Et du coup, vu qu'une pièce c'était 166 grammes, c'était facile de fixer un prix sur les objets. Par exemple, une botte valait 2 pièces d'or de 166 grammes. Voilà, c'était simple, clair, net et précis. Mais il y a eu des petits charlatans, comme tout le temps dans l'histoire, qui se sont dit, je vais prendre un métal moyen et je vais le peindre avec de l'or pour que ça fasse le même poids, mais que je puisse échanger tout et n'importe quoi grâce à ce métal-là. Et du coup, les gens ont commencé à perdre confiance en cette monnaie. Ils se sont dit, l'or et l'argent, ça va pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'en procurer très facilement et la falsifier très facilement. Et du coup, c'est revenu au troc. L'Empire, à cette époque, a perdu beaucoup de biens parce que les gens n'avaient plus confiance en cette monnaie. Du coup, les rois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé un sceau qu'ils mettaient sur les pièces que seul le roi pouvait mettre. Et du coup, n'importe qui ne pouvait pas falsifier l'argent, seul le roi pouvait en créer. Et du coup, les gens ont commencé à avoir de confiance à nouveau dans cette pièce qui avait l'écusson du roi et qui du coup n'était pas falsifiable. Et du coup, on pouvait fixer un prix de nouveau. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour bien comprendre que coquillage ou dollar ont de la valeur que dans nos têtes. C'est parce que tout le monde y croit que nous y croyons. C'est parce que mon voisin y croit, que moi j'y crois. Et nous y croyons parce que le roi y croit et qu'il demande son impôt de cette manière-là. Et en fait, l'homme, en créant la monnaie, a créé le système de confiance universel le plus efficace et le plus incroyable qui n'ait jamais existé. Imaginez un peu si à Rome, l'empereur devait récupérer tous les impôts ou contrôler l'empire juste avec le troc. Il aurait dû demander des pommes, des souliers à n'importe qui, ça n'aurait jamais marché. Jamais l'empire de Rome n'aurait pu être aussi conséquent s'il n'y avait pas eu de la monnaie à ce moment-là. Et les gens avaient tellement confiance dans les pièces romaines que même les gens qui ne faisaient pas partie de l'Empire de Rome se sont mis à accepter et à échanger la monnaie de l'Empire romain. C'est-à-dire que même jusqu'à dans les Indes, les gens, ils savaient que la pièce romaine aurait toujours de la valeur. Ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, s'ils avaient vendu à un Romain des sandales, eh ben, ils pourraient garder cette pièce et dans 10-20 ans, ils pourraient revenir à Rome, l'échanger contre quelque chose d'autre. Et du coup, petit à petit, cette monnaie s'est répandue. Et après, elle a évolué, c'est devenu plein d'autres choses au fil du temps. Et du coup, petit à petit, la Terre s'est unifiée sous une seule sphère économique. On pouvait se faire la guerre pour telle et telle raison, se détester à cause des cultures ou de la couleur de peau du voisin, mais tous, sans exception, croyaient en l'or et l'argent, et du coup, pouvaient se faire confiance au niveau économique. Les cultures incapables de se comprendre pouvaient désormais échanger les unes avec les autres et du coup bénéficier de la culture des uns et des avantages des autres. La monnaie elle a été capable d'abattre les barrages religieux et culturels qui séparaient les gens et qui faisaient d'eux des ennemis et qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas discuter ensemble. Grâce à l'échange et à la monnaie qui était simple et que tout le monde comprenait, ces barrages ont pu s'effondrer. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, l'argent n'existe quasiment plus, c'est-à-dire qu'il y a 60 billions de dollars qui circulent dans le monde et pourtant il n'y en a que 6 qui sont en argent réel et ces 60 billions, même ces 6 billions de dollars qui existent dans l'argent réel, ils n'existent que parce que vous et moi on y croit. Si on n'y croyait plus, en fait ils n'existeraient plus. C'est-à-dire que ces chiffres qui s'affichent sur nos comptes, on veut bien les recevoir parce qu'on sait que demain on pourra les échanger, nous aussi. Mais si un jour tout le monde commence à arrêter d'y croire, ça ne marchera plus et le système s'effondrera. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable de comprendre avec l'argent, c'est que c'est nous qui l'avons créé dans un but, et que ce but commence à nous dépasser petit à petit, et que c'est quand même fou de se dire que finalement, tout ça, c'est que de la fiction, et c'est parce que tout le monde y croit, c'est parce que c'est dans l'imaginaire collectif que ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses, et que vous aurez une vision plus claire de l'argent désormais. Je vous conseille aussi fortement de lire Sapiens, qui est vraiment un excellent livre.
que j'ai beaucoup apprécié. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, nous parlerons essentiellement d'argent. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu et j'espère qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!